Docteur Synapse. Jobs est un monsieur de 44 ans qui se présente pour douleurs abdominales et vomissements. Il n'a pas d'antécédents. À l'examen physique, tu as une défense à l'épigastre. Comme paramètre, il a une tension artérielle à 80-50, une fréquence cardiaque à 130 battements par minute, température à 37,8, saturation en oxygène à 94% et une fréquence respi à 17 par minute. Voici sa prise de sang. Je te laisse réfléchir par rapport au diagnostic. Tu as une douleur abdominale avec une défense à l'épigastre et une lipase supérieure à 3 fois la norme. C'est une pancréatite aiguë. Tu donnes rapidement 1 litre de cristalloïd en 30 minutes. Ça permet d'augmenter sa tension artérielle à 150 mm de mercure. Tu te poses ensuite la question, est-ce que le patient doit aller aux soins intensifs? Tu réalises le score de Marshall modifié qui est à 2. Qu'est-ce que tu vas faire? Afin que tu puisses maîtriser la prise en charge d'une pancréatite aiguë, reste bien concentré durant cet exposé. Aujourd'hui, nous allons parler de la pancréatite. D'abord, l'anatomie du pancréas. Le duodénum se situe à côté du pancréas. Voici le pancréas. Je trace en jaune un canal, le canal pancréatique principal, appelé également canal de Wirsung. Les acinies permettent la synthèse des sécrétions exocrines du pancréas. Celle-ci débouche vers le canal pancréatique principal. À côté de ça, on a les îlots de Langerhans responsables de la synthèse endocrine. Pour la vésicule biliaire, celle-ci débouche vers le canal cystique pour rejoindre le canal hépatique venant du foie. Le canal cystique et le canal hépatique se rejoignent pour former le canal cholédoque. Et au final, le canal cholédoque et le canal pancréatique principal se rejoignent au niveau de la partie D2 du pancréas avec un trou qui débouche sur le duodénum, l'ampoule de Vater, entourée par un muscle, le sphincter d'Oddi. Passons maintenant aux fonctions du pancréas. Le pancréas a deux fonctions. Une fonction exocrine. Cette fonction exocrine est remplie par les acinies. Faisons un zoom sur les acinies. Tout d'abord, nous avons la sécrétine qui va stimuler la synthèse des bicarbonates. Ces bicarbonates vont se retrouver par la suite au niveau du duodénum. D'un autre côté, l'acétylcholine et la cholécystokinine, CCK, vont être responsables de la synthèse de protéases, lipases et amylases. Celles-ci vont alors traverser le canal pancréatique pour sortir de l'ampoule de Vater. Et pour finir, la fonction endocrine qui est permise grâce aux îlots de Langerhans. Les îlots de Langerhans permettent la synthèse de principalement 3 hormones, insuline, glucagon et somatostatine. Maintenant qu'on a parlé du pancréas, on va parler de la pancréatite. Donc, pancréatite se divise en deux, pancréas et it. It veut dire inflammation. Nous allons maintenant essayer de comprendre les étiologies, c'est-à-dire les causes de la pancréatite, c'est-à-dire les étiologies de l'inflammation du pancréas. Un mnémonique simple que j'ai inventé afin d'apprendre les étiologies de la pancréatite, Batman cité. B pour biliaire. On peut avoir une obstruction du canal pancréatique principal
qui va alors causer une inflammation du pancréas. À la prise de sang, tu peux avoir une augmentation des transaminases. L'augmentation des transaminases a une valeur prédictive positive de 95%. A pour alcool. L'un des mécanismes qui explique la pancréatite alcoolique est la stimulation excessive des CCK avec une synthèse importante des enzymes protéolytiques qui vont alors dégrader les acinies et se retrouver à l'intérieur du pancréas et c'est la catastrophe. Et là, tu as une inflammation globale du pancréas. T pour traumatisme, M pour médicament, A pour auto-humain, N pour néoplasie, y penser essentiellement chez les patients de plus de 40 ans, perte de poids, diabète de nouveau, voire antécédent familial. C pour calcium, à redoser toujours après la poussée parce qu'il peut être faussement bas. I pour infection et toxique. T pour triglycérides, avec les triglycérides supérieurs à 1000 mg par décilitre. Les triglycérides peuvent être faussement négatifs si le patient a présenté un jeûne prolongé, ce qui est très souvent le cas lors des pancréatites. E pour ERCP. Maintenant, nous allons parler de la présentation clinique de la pancréatite. L'un des symptômes majeurs de la pancréatite étant une douleur au niveau de l'hémi-abdomen haut, essentiellement au niveau de la région épigastrique. C'est possible qu'il n'y ait pas de douleur. Et toujours penser au diagnostic différentiel face à une douleur épigastrique. Cette douleur irradie au niveau du dos dans 50% des cas. À côté de ça, nous pouvons avoir des nausées, vomissements dans 90% des cas, une distension de l'abdomen avec un iléus, ictère si l'étiologie de la pancréatite est une lithiase biliaire. Un patient avec une pancréatite peut présenter de la température malgré l'absence d'infection. Nous pouvons retrouver une hépatomégalie lors de la pancréatite sur alcool. Si tu retrouves des xanthomes lors de l'examen clinique, garde à l'esprit une possible pancréatite sur hypertriglycéridémie. Une tuméfaction de la parotide est retrouvée dans les pancréatites sur Orion. La présence de signes de Cullen, voire de Gray-Turner, est un signe de gravité qui peut signaler du sang au niveau du rétropéritoine. Nous allons maintenant passer aux signes de gravité nécessitant une surveillance aux soins intensifs. Une fréquence cardiaque inférieure à 40 ou supérieure à 150 battements par minute, une pression artérielle systolique inférieure à 80 ou pression artérielle moyenne inférieure à 60 mm de mercure, une pression diastolique supérieure à 120 mm de mercure, une fréquence respiratoire supérieure à 35 par minute, une hyponatrémie inférieure à 120 ou une hypernatrémie supérieure à 170 mmol par litre, un potassium inférieur à 2 ou supérieur à 7 mmol par litre, une hypoxémie avec une PaO2 inférieure à 50 mm de mercure, qui peut être due à 3 étiologies, soit inflammation du diaphragme, vu que le pancréas est juste en dessous du diaphragme, épanchement pleural, voire un ARDS. Un pH inférieur à 7,2 ou supérieur à 7,7, un calcium très élevé, une anurie, voire un coma. Cinquième partie, la biologie, c'est-à-dire la prise de sang. Qu'est-ce qu'on retrouve lors d'une pancréatite?
souvent une lipase supérieure à 3 fois la norme. Ce dosage de lipase a une sensibilité entre 82 et 100%, avec un pic dans les 24 heures. La lipasémie revient à la norme après 8 à 14 jours, avec une augmentation des lipases après 4 à 8 heures du début des douleurs. Voici la courbe de la lipasémie au fur et à mesure du temps. On retient 3 choses. L'augmentation des lipases se fait après 4 à 8 heures du début des douleurs, avec un pic dans les 24 heures, et la lipasémie reste élevée jusqu'à 8 à 14 jours. Après 8 à 14 jours, la lipasémie revient souvent à la norme. Concernant l'amylase, elle est souvent supérieure à 3 fois la norme lors d'une pancréatite, avec une sensibilité entre 67 et 83% et une spécificité entre 85 et 98%. En résumé, la lipase est un meilleur marqueur pour détecter une pancréatite que l'amylase, car l'amylase a une augmentation après le début des douleurs qui se fait plus tardivement et un retour à la norme plus rapide. Sixième partie. Comment se fait le diagnostic d'une pancréatite aiguë? On doit remplir minimum 2 critères sur 3. Au niveau clinique, la présence d'une douleur au niveau de l'hémi-abdomen haut. Au niveau biologique, une lipase supérieure à 3 fois la norme. Au niveau de l'imagerie, ça doit être en faveur d'une pancréatite aiguë. Si tu as 2 critères parmi ces 3, tu as une pancréatite aiguë. Ce qui est aussi très important face à une pancréatite aiguë est de réaliser le diagnostic différentiel. Il faut juste que tu visualises les organes qui sont à côté du pancréas. Donc, au niveau du cœur, syndrome coronarien aigu, le foie, hépatite aiguë, la vésicule biliaire, cholécystite aiguë, les voies biliaires, angiocolite, estomac et duodénum, ulcère gastro-duodénal. Concernant les viscères, perforation de viscères. En restant sur les viscères, ischémie mésentérique, voire obstruction intestinale. Et derrière ces organes, nous avons l'aorte qui va descendre. Donc, garde à l'esprit dissection de l'aorte. Nous allons maintenant passer à une partie très intéressante, les images, c'est-à-dire l'imagerie. Réaliser une radio de thorax ou de l'abdomen n'est pas le premier choix pour diagnostiquer une pancréatite, mais on peut voir des signes indirects de la pancréatite. Ici, nous voyons des anses grêles et le côlon transverse très dilaté. Il n'y a pas de gaz au-delà de l'angle splénique, c'est-à-dire du côté gauche, et à une transition abrupte du côlon distendu. C'est le signe de la coupure colique, appelée également cut-off colique. Ceci indique une occlusion intestinale. Face à une pancréatite aiguë, il faut toujours réaliser une échographie de l'abdomen à la recherche d'une étiologie biliaire. Sur cette échographie, on voit une vésicule biliaire avec un gros calcul à l'intérieur. Le scanner de l'abdomen est un très bon examen pour diagnostiquer les complications d'une pancréatite. Ici au milieu, c'est le pancréas. Il a un aspect
hétérogène qui indique une pancréatite. Autour de ce pancréas, nous avons des collections péripancréatiques qui indiquent que ce pancréas est inflammé. Sur ce scanner, c'est une pancréatite nécrosante. Tu as des bulles à l'intérieur du pancréas. Ce n'est pas normal. Il y a probablement une surinfection bactérienne. Concernant le scanner abdominal, essaie toujours de le réaliser 3 à 4 jours après le début de la pancréatite. Ceci permet de 1. Rechercher les complications locales et de grader la sévérité de la pancréatite. Il existe d'autres examens comme la cholangio-IRM, le RCP, l'écho-endoscopie que je ne vais pas détailler ici pour la simplicité de l'exposé. Comment évalue-t-on la sévérité de la pancréatite? Il existe bien sûr la clinique et pour t'aider en plus, les scores, comme le score de Marshall modifié, APACH2 et SIRS. Comment réalise-t-on le monitoring d'une pancréatite? Bien évidemment, suivre les paramètres vitaux. Suivre le débit urinaire est très important. Cible entre 0,5 et 1 cc par kilo par heure. Le dosage et le suivi des électrolytes est aussi important. Fais attention à l'hypocalcémie et à l'hypomagnésémie. Concernant le glucose, traite toujours l'hyperglycémie. Si le patient est aux soins intensifs, fais attention à une complication qui peut être très grave, le syndrome du compartiment abdominal. Le diagnostic est réalisé par 2 critères. Pression intra-abdominale supérieure à 20 mm de mercure associée à une nouvelle dysfonction d'organes. Maintenant, la partie la plus importante de la pancréatite aiguë, la prise en charge. La première chose à retenir est l'hydratation. La pancréatite meurt de soif à cause du 3e espace. Réalise une hydratation agressive. Tout le monde, sauf si le patient présente des comorbidités. Et surtout dans les 24 à 48 heures, avec un débit entre 5 à 10 ml par kilo par heure. Si le patient est en déplétion volumique, avec par exemple une tachycardie, une hypotension, 20 ml par kilo en 30 minutes, puis 3 ml par kilo par heure. Afin d'adapter ton hydratation en fonction des patients, réalise un Goal Directed Therapy. Toujours réévalue ton patient chaque 6 heures. Au niveau clinique, il faut cibler 3 choses. Une fréquence cardiaque inférieure à 120 battements par minute, une pression artérielle moyenne cible entre 65 et 85 mm de mercure, une diurèse cible entre 0,5 et 1 cc par kilo par heure. Au niveau de la biologie, c'est toujours intéressant de suivre l'hématocrite et l'urée. Il faut cibler une diminution des deux. Concernant les solutions d'hydratation, si tu as une pancréatite sur hypercalcémie, essaye d'éviter le lactate Ringer car il contient 3 mEq par litre de calcium. Le deuxième élément très important lors de la prise en charge des pancréatites aiguës est une bonne antalgie. La pancréatite fait mal. N'hésite pas à utiliser les opioïdes. Troisième étape lors de la prise en charge, la nutrition. Jamais au début de la pancréatite, mais essaie de nourrir ton patient en oral dans les 48 heures si bien toléré. Ça veut dire pas de nausées, pas de vomissements, pas d'iléus et diminution de la douleur et de l'inflammation. Commence d'abord par des liquides et progressivement des solides, avec un régime faible en résidus et en graisse.
Si ce n'est pas possible en oral, passe en entéral par une sonde nasogastrique par exemple. 25 cc par heure pour commencer, que tu vas augmenter progressivement. Quels sont les signes de mauvaise tolérance lors de l'alimentation entérale? Douleur abdominale, vomissement, ballonnement, plus de 5 selles par jour ou plus de 500 ml de sel en 24 heures. Si tu as plus de 5 selles par jour ou plus de 500 ml de sel sur 24 heures, garde aussi à l'esprit qu'il faut exclure un Clostridium difficile ou un médicament qui peut entraîner la diarrhée. Ne démarre la nutrition parentérale que si tu as une intolérance à la nutrition entérale. Il y a une question qui revient très souvent lors de la pancréatite aiguë. Est-ce qu'il faut donner des antibiotiques? En prophylaxie, non. Pas donner d'antibiotiques lors d'une pancréatite aiguë en prophylaxie. Si tu as documenté une infection extra-pancréatique, oui, tu peux donner des antibiotiques, mais pour traiter l'infection extra-pancréatique. Ok, bon, tu nous dis qu'il ne faut pas donner d'antibiotiques, mais quand est-ce qu'il faut les donner dans le cadre d'une pancréatite? Ok. Lorsque tu as une pancréatite nécrosante, soit un ANC, c'est-à-dire une collection nécrotique aiguë, ou un WON, nécrose murée, plus une aggravation ou une absence d'amélioration après 7 à 10 jours. Là, oui, tu peux donner des antibiotiques. Garde aussi à l'esprit que ces infections sont souvent monomicrobiennes. Les germes les plus fréquents sont le E. coli, Klebsiella, Pseudomonas et l'Enterococcus. Il faut également essayer de traiter la cause. Pour la pancréatite biliaire, ERCP dans les 24 heures, avec une cholécystectomie à distance. Pour l'hypertriglycéridémie, plasmaphérèse ou insuline. Et concernant l'hypercalcémie, bien sûr, essaye de normaliser le calcium. Et d'un autre côté, si le patient présente une pancréatite alcoolique, bien sûr, je ne l'ai pas cité ici, il faut qu'il arrête de boire. Passons maintenant à la dernière partie, les complications. Ça peut être local, comme un pseudokyste ici qui est énorme, une collection péripancréatique, un ANC ou un WON. Au niveau vasculaire péripancréatique, tu peux avoir plusieurs choses. Thrombose de la veine splénique, pseudo-anévrisme. Autre complication, le syndrome du compartiment abdominal. Et pour finir, les complications systémiques dues à cette décharge d'inflammation. Voici les points clés de la pancréatite aiguë. Pour diagnostiquer une pancréatite aiguë, tu dois avoir 2 parmi ces 3 critères. Douleur épigastrique, image de pancréatite, une lipase supérieure à 3 fois la norme. Grade toujours la sévérité par la clinique. Tu as aussi des scores comme Apache-2, Marshall modifié et SIRS. Garde toujours dans ton esprit que le patient qui présente une pancréatite aiguë peut se compliquer et nécessiter des soins intensifs. Concernant la prise en charge, hydrate, diminue la douleur et pense à nourrir. Traite la cause et toujours se poser la question, est-ce que le patient présente une complication de la pancréatite aiguë? À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.